Au cœur de l'écho, en partenariat avec la Gazette Nord-Pas-de-Calais, votre journal économique régional. Au cœur de l'écho, Patrick Beaumont. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Au cœur de l'écho. Je reçois aujourd'hui Jérôme Delattre, cofondateur des éditions Mera, basé à Ouascal, près de Lille. Bonjour Jérôme Delattre. Bonjour. Fondées en 2022, les éditions Mera ont la particularité de participer pleinement au développement d'un écosystème régional, celui de l'édition indépendante des Hauts-de-France, mais avec l'ambition de publier uniquement des auteurs originaires du monde entier, avec bientôt 10 titres au catalogue. Cependant, avant d'évoquer votre maison d'édition, pouvez-vous retracer un peu votre parcours professionnel ? Moi, mon parcours, en fait, initialement, je ne suis pas originaire de l'édition. C'est plutôt ma collègue Guyanelle Boucher, qui, elle, a travaillé, ça fait 8 ans moins qu'elle est dedans, avec un master édition et tout ça. Moi, je viens, en fait, du secteur du travail social, reconversion dans le web marketing, ce qui m'a amené à ensuite rejoindre Mera Édition, donc en tant que cofondateur. Donc la cofondatrice, c'est votre collègue. Oui, c'est ma collègue, oui, c'est ça, oui. Qui, elle, clairement du cursus de l'édition depuis, je compte même plus les années, comme je disais, 8 ans, voire plus. Voilà, donc j'étais même pas encore qu'elle y était déjà, en fait. D'accord. Et donc votre parcours c'était uniquement dans le domaine social, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. J'ai travaillé pendant près de 13 ans en tant qu'éduc. J'ai travaillé pour une association qui n'existe plus, mais qui a changé de nom tout début de ma carrière, Martine Bernard. Donc ça date, ça date il y a 2007-2008. Et après, j'ai fait un travail un peu dans la prévention spécialisée. J'ai été responsable d'un service jeunesse, voilà, donc tout ça. Et après quelques années, j'ai décidé de vouloir changer de voie, comme je pense beaucoup de personnes en fait à la trentaine en fait. J'ai voulu en fait faire ce que j'aimais bien, faire du code et faire du marketing et en fait faire tout ce qui est un peu du marketing et tout ça. Donc j'ai quitté le social pour ça et le fil en aiguille en fait quand j'ai rejoint Mera, c'est en fait c'est vraiment entre guillemets un hasard en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'étais dans le bureau à côté en fait avec mon responsable qui avait une agence de web et en fait on lui piquait ses bouquins en fait et donc à force fil en aiguille, je l'ai rejoint maintenant il y a 5 ans. Parce qu'on a 2 activités, mais c'est pas le but premier de parler de la deuxième. On va parler que de la maison d'édition. Bien sûr. Mais vous étiez quand même attiré, vous étiez un bon lecteur quand même. Oui, ça va. Mais en fait, à l'origine, je disais pas trop de thriller en fait. Je disais plus de la non-fiction en fait. Ce qui était assez rigolo en fait quand même, parce que habituellement en fait, souvent les éditeurs ou même ceux qui travaillent dans l'édition restent dans le même genre littéraire. Moi plutôt, je suis parti. Je disais plus des sciences sociales et tout ça. Et j'ai bien bifurqué dans le polar, le thriller, parce que j'aime bien, parce que je trouve que c'est, à mon sens, une littérature, ce que j'appellerais moi intermédiaire. Elle est accessible aux quartiers populaires, comme elle est accessible aux classes un peu plus aisées, en fait, CSP, CSP+, et ça qui est pas mal. Ça parle à tout le monde, en fait. Et nous, on voulait, en fait, faire une littérature qui parle à tout le monde. Donc, on a choisi le thriller, en fait. Pour évoquer différents sujets, comme par exemple avec Kike Naoke, on en parlera un peu plus, sur les conditions de la pauvreté au Nigeria, par exemple. D'accord. Bon, ce qui est particulier avec cette maison d'édition, c'est qu'elle est locale, mais en fait, elle est ouverte sur le monde entier, puisque vous publiez quasiment exclusivement que des auteurs étrangers, tout au moins pour le moment. Pouvez-vous expliquer donc un peu la ligne éditoriale de Mera Édition ? La ligne éditoriale, au fait, nous, c'est de faire voyager le lecteur. Tous les maisons d'édition diront ça, mais nous, ça va un peu plus loin que ça. On a une ligne éditoriale très affirmée dans le thriller. En fait, nous, on fait ce qu'on appelle des ethno-thrillers ou ethno-polars. Donc, on va jamais éditer, par exemple, un thriller nordique écrit par un auteur français. Il y en a des très grands auteurs français qui le font. Qui le font très bien, oui, qui le font très bien. Et je pense citer quelques-uns comme Omalo, par exemple, que j'adore, mais c'est pas notre ligne. D'accord. Nous, si on veut éditer un polar nordique, par exemple, on va éditer Johannes Sellacker, qui est un auteur suédois, ou Max Sick en janvier 2025, qui est un auteur finlandais.
Voilà, d'accord. Pour donner une idée. Et oui. La volonté, c'est aussi qu'il y ait toujours un contenu social dans ces thrillers ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est juste, en fait, c'est en fonction des pays. En fait, on aime bien, à travers nos thrillers, découvrir l'essence du pays, en fait. En gros, comme si on va prendre, par exemple, André Amara, toutes ses fautes en Irlande, on voit, en fait, la partie irlandaise, hein, tout ce qui est la vie, les coutumes, peut-être les habitudes alimentaires et tout ça, mais ça reste avant tout des thrillers, donc avec une enquête, avec que ce soit un enquêteur amateur et ou professionnel, ce que j'appelle professionnel, avocat, juge, détective, et voilà. D'accord. Mais ça reste, voilà, on fait essentiellement que ça, en fait. Mais c'est vraiment une niche parce que le côté ethnographique et intrigue policière, c'est pas forcément, on penserait pas forcément à les réunir. Ah, si, il y a des maisons d'édition qui le font. Par exemple, il y a la série noire de Gallimard, qui font très bien aussi de l'ethno-thriller ou ethnopolar, ce qu'on appelle. Ça dépend où on case. En France, on adore mettre des cases. En langue anglaise, ça sera plus simple à dire. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on voulait vraiment... faire une collection avec les dos où on voit le logo du pays, en fait, un peu comme les bibliothèques vertes de chez Hachette, où ça remonte hein, pour certains, mais moi j'aimais bien cet état d'esprit. Et donc on prend un livre en picore, bah là c'est à peu près le même genre en fait, sauf qu'on l'adapte au thriller en fait. Donc découvrir un pays à travers une intrigue policière. Ouais, c'est ça, oui, complètement. Ouais. C'est un peu notre truc, voilà. Très bien. Alors justement, vous parliez de Gallimard tout à l'heure, il existe beaucoup de maisons d'édition hein, spécialisées dans le polar. Comment on se fait pour se démarquer, à part la ligne éditoriale évidemment, des autres maisons quand on est une petite, entre guillemets, maison d'édition régionale? Je pense qu'il faut beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie, mais aussi faire très attention au marketing des couvertures. C'est un sujet très délicat, généralement, dans l'édition, de parler du marketing. Alors, on parle souvent de la partie... C'est presque un mot tabou. Oui, non, tabou, oui. Moi, je ne l'ai pas parce que je suis responsable du marketing de la maison d'édition. Donc, mais il est vrai qu'on réfléchit beaucoup aux couvertures, à ce qu'elles sont adaptées ou non au marché. Des fois, on va reprendre les couvertures du pays, d'autres fois non, pour différentes raisons. Et je pense que c'est à peu près tout, quoi. Je veux dire, moi, excuse-moi. Et oui, il y a aussi, je pense, le choix des auteurs, en fait, et des thématiques à prendre en compte. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on édite pour soi et pas pour le lectorat. Nous, on édite pour le lectorat. Il y a des choses qui sont parfois moins de notre sensibilité, mais on sait que ça va plaire, parce qu'on a fait des études de marché, tout ça, et on se dit, on va le publier. Parce que on se dit, ça peut permettre à un moment donné, comme par exemple André Amara, qui va parler de la parentalité derrière son thriller, ou par exemple Antonio Lanzetta, qui est comparé au Stephen King italien, qui fait une ode à la schizophrénie. Donc voilà, c'est un peu dans notre état d'esprit. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, l'identité graphique, si je puis dire, des couvertures est vraiment très marquée à travers la dizaine, enfin un peu moins de 10 titres publiés déjà. Oui. Bah en fait, en gros, elles sont dans nous ce qu'on fait, ce qu'on connaît assez bien, ce qu'on appelle les couvertures un peu anglo-saxonnes. Donc nous, en fait, de par notre deuxième activité, voilà, bon, très vaguement, on dirige une agence artistique à côté, donc on a l'habitude de voguer dans les quatre coins de la planète. Donc ce qui se passe, c'est qu'à force de regarder ce que font les autres éditeurs à l'étranger, on se dit, on va prendre ce qui marche à l'international et on va essayer de l'adapter en France. Voilà, c'est un peu rien de plus simple. Je veux dire, on n'a pas réinventé la roue, quoi. Alors, vous parliez de la ligne éditoriale qui est quand même assez précise. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, comment vous trouvez ces auteurs. Je suppose qu'il y a plusieurs manières de défricher un territoire pour trouver un auteur. Est-ce que c'est au hasard de rencontres lors des salons? Est-ce que c'est au hasard est-ce que c'est des agents
gens littéraires qui connaissent un peu maintenant votre ligne éditoriale qui vous propose. Enfin voilà. Et je suppose qu'il y a plusieurs manières de... Oui, il y a plusieurs manières, mais en fait, on a déjà une bonne expertise, déjà nous-mêmes, par notre deuxième activité. Donc, ce qui fait que... C'est-à-dire que vous représentez des... On présente des auteurs et des maisons d'édition françaises internationales et des maisons d'édition internationales sur le marché français. Voilà, oui, là, ça vous fait une sacrée porte d'entrée, effectivement. On a une vision assez large et tout ça. Par exemple, moi, je sais qu'actuellement, la tendance, c'est le thriller italien. Je sens qu'il va y avoir peut-être je me trompe, mais une tendance sur le thriller polonais. Je dis ça parce qu'il y a eu des séries qui sont en cours d'adaptation, d'autres qui ont été doublées en français et qui marchent plutôt bien. Donc, oui, d'ailleurs, on s'aperçoit que, par exemple, Netflix propose de plus en plus de séries non américaines ou non françaises. Ouais, mais de plus en plus européennes, pour des raisons de coût, mais pas que ça. Je pense que il y a aussi peut-être une évolution des lignes des plateformes pour faire en sorte qu'elles soient plus proches du public. Voilà, pas toujours des séries américaines qui sont très bien, certes, mais parfois qui sont peut-être en décalage avec les codes sociaux et culturels français bien sûr, ou européens. Moi, un peu trop balisé parfois. Trop balisé. Moi, c'est vrai que j'ai plus une tendance après à privilégier les séries européennes, moi, à titre personnel. Et ça va aussi dans ma ligne avec Kianel, ma collègue. C'est on va vraiment éditer que principalement, dans un premier temps, des polars européens, je pense. Et après, on va s'élargir, même si on a un auteur du Nigeria. Mais c'est parce qu'après, je dirais que par exemple, j'en parlerai très rapidement, mais le continent africain, c'est très difficile de trouver d'excellents auteurs en thriller. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il faut le trouver. Ouais, je dirais qu'ils ont plutôt pour une culture de la fiction littéraire. Ce que moi j'ai pu voir, voilà, à tort ou à raison, je peux peut-être me tromper, mais moi ce que je vois quand j'étais au festival de littérature africaine il y a 2 semaines à Paris, c'était essentiellement de la non-fiction et de la fiction littéraire. Donc, et c'est vrai que des polar thrillers, il y en a peut-être quoi, une quinzaine, voilà. Donc voilà. On parlait de votre agence artistique, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, vous représentez combien d'auteurs, par exemple par exemple, une petite dizaine, mais voilà. Mais comme je disais, en fait, moi, à mon sens, je ne veux pas trop en parler parce que pour pas brouiller le message, parce que c'était juste pour pour vous donner une photographie. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, je dirais que c'est un complément de votre activité. Ah oui, complètement. En lien direct. Donc pour moi, c'est pas. Ah oui, non, mais voilà. Mais c'est juste peut-être pour le lectorat parce qu'en fait, généralement, le métier d'agent est est moins visible, en fait. Et donc, mon but, c'est surtout parler de la maison d'édition, mais après, on présente une dizaine d'auteurs, une vingtaine de maisons d'édition françaises et internationales depuis à peu près plus de 5 ans. Donc, et donc, fil en aiguille, à force de vendre des licences dans les 4 coins de la planète à différents éditeurs, on s'est dit, pourquoi pas le faire nous-mêmes, surtout que ma collègue, elle a travaillé pour les éditions Flammarion, Locus Solus et tout ça. Et donc, elle avait déjà un bon réseau. Voilà, elle avait déjà un bon réseau, mais ça, c'est pour de la France à l'international, mais elle voulait aussi depuis longtemps créer sa maison d'édition. Donc, moi aussi, j'étais partant pour ça. Et pour faire de la littérature, ce que je dis intermédiaire, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas la profession, mais une lecture qui est ouverte à tout le monde, en fait. Ce que j'aime bien avec le thriller, c'est ça. On peut parler aussi bien en quartier populaire qu'aux personnes un peu plus litées, en fait. D'accord. Donc, comment vous publiez donc des auteurs étrangers qui ont eu probablement ou certainement un certain succès dans leur pays. Ah oui, complètement. Donc, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et comment vous réussissez à obtenir les droits pour la traduction française, pour la publication française? Parce que j'imagine qu'il y a une compétition un peu féroce sur des auteurs à succès dans leur propre pays. Oui, mais étonnamment, en fait, il y a beaucoup d'auteurs à succès qui ne sont jamais traduits en France. Et même de la France vers l'international, parce que le marché de la traduction est assez complexe, en fait. Donc, il y a certes une grosse concurrence. On va prendre un grand nom comme Stephen King. C'est sûr et certain que là, il y a une concurrence qui est acharnée. Et nous, on peut pas suivre, c'est sûr et certain. Mais par contre, il y a beaucoup d'auteurs qui vendent vraiment beaucoup de livres, qui vendent 1 à 10 millions d'exemplaires, qui n'ont jamais été traduits. Je prends le cas d'Andrea Amara, qui est une autrice
qui est best-seller Sunday Times et Irish Times. Donc une auteure irlandaise. Son livre, le livre qu'on a acheté les droits, on a su un mois après qu'il va être adapté soit en unitaire, c'est-à-dire en long métrage, et ou en série. On n'aura pas plus d'infos. On a su l'info il y a 2-3 semaines, donc c'est encore un peu trop tôt. Et même si on a vu Andrea ce week-end, l'usage fait que on n'en parle pas à l'auteur. On demande ça, des informations à l'agent de l'auteur, ce qui est normal, parce que notre interlocuteur principal n'est pas l'auteur, c'est soit l'agent de l'auteur et ou la maison d'édition étrangère. Donc c'est eux qui ont les infos, et donc et on veut pas justement embêter l'auteur avec ces choses-là pendant une dédicace ou autre. Voilà. Publier des auteurs dont les livres allaient faire l'objet d'une adaptation télévisuelle ou série, c'était une espèce d'accélérateur de vente. Oui, comme je disais, oui, c'est vrai que c'est un peu un accélérateur, mais c'est un peu tôt d'en parler parce qu'on n'a pas assez de recul. On est en librairie depuis octobre 2023. Avec juin qui arrive, on aura 9 livres au catalogue. Voilà. Sur les 9, oui, il y en a 4 qui sont soit en adaptation et où les droits ont été achetés. C'est vrai que ça fait pas mal, ça fait quasiment la moitié. Mais ça, c'est aussi lié à notre expertise aussi à l'international. Donc, on sait flairer les projets. C'est pas vraiment une surprise. Donc, pour vous, par exemple, que la moitié de vos livres pourraient faire l'objet d'une adaptation? Non, parce que en fait, c'est moi qui les trouve, en fait. oui, parce que je sais où aller chercher, en fait. C'est très simple, hein, je veux dire, il suffit de regarder les territoires, regarder, faire de la veille éditoriale, comme tout professionnel dans l'édition, peu importe le secteur d'activité, on fait de la veille dans son secteur d'activité. Moi, c'est le cas, je suis la personne qui fait de la veille éditoriale, qui prévient mes collègues, voilà, comme Yanaël et tous les freelances qui bossent pour nous, et alors on leur dit, écoutez, vous avez, il y a tel projet, j'ai repéré par exemple 10 projets, on va tous les lire, mais on va se dire lequel est le plus adapté au marché français. Même s'il y en a un qui est peut-être un peu différent, qui est plus engagé, qui est le livre Non MB. Ça, c'est lié peut-être aussi au fait que j'étais pendant près de 10 ans militant Greenpeace à Lille. Donc ça remonte il y a longtemps, quand j'avais 18 ans, mais 18 à près de mes 28 ans, oui, c'est ça. Et donc, mais je voulais un livre qui... C'est une forme d'engagement là, par rapport à ça, par rapport à cette publication. Oui, c'est ça. Mais c'était un livre qui était sur l'autodétermination des peuples amérindiens, sur les forêts primaires du Tongass et l'exploitation du pétrole dans les espaces protégés. Et bien sûr sous forme de thriller, mais c'est intéressant de voir comment est le processus entre les magouilles politiques et tout ça. Ça reste très accessible. Ce livre, mais ça décrit une réalité, voilà. Oui, complètement. Oui. C'est très proche de la série Netflix, mais je dirais plutôt Arte Borgen, qui a quand même, qui a eu quand même un très beau succès, oui, bien sûr. Oui. Et je pense que c'est ça notre objectif, c'est aussi des fois de montrer par des livres un peu moins mainstream, nos engagements en fait. Par exemple, NMB, c'était justement sur l'écologie, Ikela OK sur les conditions sociales qui par exemple en Afrique, et pas qu'en Afrique parce que l'Afrique c'est un continent, mais au Nigeria, la violence, les groupes terroristes comme Boko Haram et autres qui comment on peut dire ça, qui gangrène le pays. Qui gangrène le pays, oui, c'est ça. Chercher le mot, voilà, c'était ça. Voilà. Et vous parliez de 9 titres pour l'instant publiés. Vous voulez rester donc sur un titre par mois. Pour vous, c'est une espèce entre guillemets de rythme de croisière? Ouais, 10 titres par an, sauf juillet, août. Par an, effectivement. Ouais, non, mais même par mois, oui. Ça, à terme, oui, mais pour l'instant, juillet, août, on va dire que c'est un peu des vacances. On souhaite un peu se poser quand même. Surtout qu'on est au lancement de la maison d'édition. Notre équipe, elle a quand même été très très chargée. Vous êtes combien en fait? En permanent, il y a ma collègue et moi-même, mais sinon on fait travailler 7 freelances. D'accord. Donc voilà. Donc on aimerait bien un jour embaucher, mais comme toute jeune maison d'édition, pour l'instant on y a des contraintes économiques qui fait qu'on peut pas pour l'instant. Vous attendez d'avoir un peu de visibilité, tout simplement. La visibilité, oui, et aussi la trésorerie, parce que faut vous dire que un
lancement de maison d'édition, ça coûte très cher. L'achat des licences... avec l'augmentation du prix du papier, par exemple. Ouais, l'augmentation du prix du papier, mais aussi l'augmentation de l'achat des licences, parce que une licence, ça peut y aller de 1000 € jusqu'à à 6-7 chiffres. Bon, nous, on n'y est pas encore, c'est les très gros. Voilà, mais nous... Vous avez un plafond pour obtenir les droits, enfin, dans votre... en interne, je veux dire. Bah, 4-5 chiffres. D'accord. Pas plus. Je dirais pas. Je suis soumis à discrétion professionnelle bien par sûr, mes contrats. Oui, bien sûr. Mais oui, 4-5 chiffres, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on a de ce qu'on donne en avance sur droit, en fait. D'accord. Je sais que vous revenez de la foire du livre, pardon, de Bruxelles. Oui. Et que il y a aussi bientôt le salon du livre à Paris. Oui. Pour vous, c'est important d'y être et pourquoi ? Bah, c'est important d'y être parce que déjà c'est une visibilité. On est quand même assez fiers en moins d'un an d'existence d'avoir fait participer pour Bruxelles 2 de nos auteurs, Antonio Lanzetta et Andrea Mara, en partenariat avec la Librairie Noire, qui est une des plus importantes librairies à Bruxelles. Mais oui, et aussi Paris, parce que là on va avoir notre stand et c'est place to be, en fait. C'est la place c'est là où il faut être dans l'édition. Et je dis ça parce que, pourquoi on est fiers ? Parce qu'on voit très bien qu'il y a des maisons d'édition, au bout de 5, 10 ans, 15 ans, n'ont toujours pas posé de stand. Et c'est dommage. Moi, je pense que il y a dans l'édition indépendante, il y a pas de vrai salon du livre. Ce que j'entends par là, comme il peut avoir à Rome, en fait, tous les mois de décembre, il y a un festival du livre des éditeurs indépendants pour les petites et moyennes structures, en gros, au maximum jusqu'à 20 salariés. Donc, ça représente entre 7 à 800 éditeurs et avec un fonctionnement comme le Festival du Livre de Paris. Et ça, c'est ce qui manque. Et je dis pas qu'il y en a pas, il y a des salons, mais de plus petite taille, mais il n'y a pas ce genre d'événement. Ce que j'aimerais bien voir un jour en France, voilà, mais... Faut rêver. Ça, après, c'est pas moi qui décide, ça va être le SNE, syndicat national des éditeurs voilà, français. Et voilà. et ça vous permet aussi peut-être un salon de rencontrer des libraires qui connaissaient pas forcément les éditions Mera et de nouer des contacts aussi, au-delà du public qui vient pour découvrir ou faire dédicacer des livres. Oui, après les libraires, je dirais que ça va être en fonction de leur ligne aussi, mais oui, ça permet de rencontrer des libraires, effectivement. Mais parce que vous parliez de la librairie Noire, par exemple. Comment le contact s'est noué avec eux ? Bah, en fait, on les connais depuis longtemps, en fait. Donc, c'est eux qui organisent moi, ce que j'appelle le salon de l'Iris Noir, parce que moi, je leur dis amicalement, je leur dis c'est le quai du polar belge. Voilà, c'est un peu, on va avoir justement 2 auteurs justement au salon de l'Iris Noir, Antonio Lanzetta et Andrea Mara. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être fin octobre, début novembre. Je pense que j'aurai les dates officielles d'ici un mois ou 2, quoi. D'accord. Et vous participez aussi, bon, je sais qu'il y a le salon du Polar à Lens, vous participez à quelques salons régionaux ou pas ? On aimerait bien, mais faut-il qu'ils veuillent de nous. On attend, on attend que ça... On a fait des demandes pour l'Arlens, on n'a pas eu de réponse positive. Après, faut être réaliste, c'est aussi très demandé, il y a beaucoup de concurrence. Mais je pense aussi que la difficulté, je compare par rapport à la Bretagne, j'en parlerai un peu plus longuement, mais il y a une différence entre l'édition des Hauts-de-France et la Bretagne, c'est que dans le Nord, c'est un peu l'antichambre de l'édition parisienne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les maisons d'édition parisiennes saturent les salons du livre des Hauts-de-France. D'accord. Et donc ça laisse pas beaucoup d'espace aux maisons indépendantes. Bah, ça laisse pas beaucoup d'espace aux maisons d'édition des Hauts-de-France, qu'elles soient indépendantes ou non, de toute façon, mais c'est le cas en fait. C'est moins le cas par exemple en Bretagne, parce que comme je disais en fait au début, je viens de Vannes en fait, en Bretagne, dans le Morbihan, et en fait par exemple il y a le salon du livre de Carré, c'est réservé aux Bretons, il faut parler breton, et voilà, on n'a pas ça ici, quoi. C'est un peu plus militant, on va dire ça comme ça. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup pour ce passionnant échange autour des éditions Mera. Merci. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission d'Au cœur de l'écho. Ok, merci.